difficile. Et le dernier point, et je finis, excusez-moi, c'est la perception des gens. Ce qui s'est passé avec les derniers événements, c'est on est passé de vouloir faire des projets de développement durable à une perception assez populiste, et c'est très dangereux. C'est très très dangereux. Faites attention, restez, même si il faut faire de beaux projets, il faut toujours penser au long terme, pas au court terme. Il faut penser aux actions citoyennes à valeur ajoutée, pas aux solutions juste pour calmer la colère qui ne fonctionne pas. Il faut penser à la bonne gouvernance, à la transparence. C'est ce qui va maintenir les projets. Le reste, la corruption, le favoritisme, vous pouvez calmer les choses rapidement, mais il faut s'en éloigner, sinon ça ne fonctionnera pas. Quand on parle de prêt, Michael, parce qu'on a entendu beaucoup ces derniers temps, les gens voient un prêt, alors que c'était un prêt, ça a un objectif, les gens le voient comme un don. Il faut éduquer les institutions, les populations au concept de prêt et à son importance. L'emploi également, d'un dernier point, je sais que l'emploi est un droit humain de pouvoir travailler, mais l'emploi est un droit et aussi une responsabilité. Ce n'est pas une compensation pour ce qu'on a entendu souvent, peut-être dans les entreprises, des gens qui vous disent « vous travaillez sur les terres de mes ancêtres, j'ai un droit d'être à l'intérieur de cette usine ». Il y a le droit de travailler général, il y a aussi la responsabilité de délivrer ce que ce travail demande. Et il faut s'assurer de rester dans ce chemin-là. Merci. Merci Sylvie. En tout cas, Sylvie, vraiment, vous parlez avec beaucoup de passion et d'intérêt. Je suis ravi vraiment d'entendre ces propos. Je profite de cette occasion parce que le sujet il est très important, parce que je viens de penser à ce qu'on organise un jour, dans les jours qui viennent, au sein de la TUJ, une conférence débat sur la notion d'entreprise sociale. Et j'espère vous voir avec nous, parce que ce que je remarque, ou ce que j'ai noté très très bien quand même, que la question qui est fondamentale, c'est de dire se préparer à l'avance. Et ce n'est pas question des actions isolées au niveau de l'entreprise, mais qui devrait être plutôt selon une stratégie nationale où le patronat soit aussi partie prenante avec les autorités locales et nationales. Et donc c'est pour cela que, parce que ce que je viens de remarquer quand même, nous manque quelqu'un de l'UDICA, peut-être ici qui n'est pas présent, ou quelqu'un aussi du gouvernement, pour nous parler aussi de développement de l'économie sociale et solidaire au niveau du pays. Et là, on va se rattraper lors d'une conférence débat dédiée à la question. Maintenant, on va revenir au début, mais c'est pas un problème. Je pense qu'on appréhende très très bien par la suite. On a une gymnastique d'esprit assez développée pour pouvoir relier tout ça. Ce que M. Roger Gaudiard va maintenant nous exposer, qu'est-ce que c'est l'économie sociale et solidaire, parce qu'effectivement, c'est une nouvelle notion quand même. On peut avoir beaucoup de confusion dans nos esprits autour de cette économie. Donc il va nous exposer, nous clarifier, et en même temps nous exposer un peu de ses applications sur la Tunisie. Merci encore une fois, désolé de la technique qui nous a lâchés. Donc moi, il m'avait été demandé de faire un petit peu le propos introductif, qu'est-ce que c'est que l'économie sociale et solidaire. Et non, c'est pas. Et quand j'ai commencé à travailler dessus, qui était un sujet sur lequel je n'avais pas particulièrement réfléchi avant, il m'est apparu qu'il y a beaucoup de choses. Et j'ai trouvé dans la littérature l'expression « un patchwork en quête d'identité ». J'ai oublié de noter le nom de l'auteur, j'espère qu'il n'est pas dans la salle. S'il l'est, qu'il me pardonne. En fait, il y a d'abord beaucoup de noms pour citer ça. On parle de l'économie sociale, on parle de l'économie solidaire, on parle des deux, on parle de l'économie quaternaire, on parle parfois du tiers secteur, comme on parle du tiers État. On y met également les questions de secteur informel, donc on met un peu tout. Alors ensuite, ça relève d'inspirations philosophico-politiques qui peuvent être très différentes. Et si on essaie d'avoir un peu de typologie par rapport à ça, on a en gros une inspiration sociale libérale qui consiste à dire une autre entreprise est possible à côté de l'entreprise que l'on connaît. Il y a d'autres statuts que l'entreprise capitaliste. Et puis l'économie non marchande, non monétaire, a sa place dans le système. Un pas de plus, qui sont plutôt les postes capitalistes, qui eux disent qu'il faut être précurseurs de modes de production et de modes de consommation qui sont alternatifs au modèle actuel, à la globalisation actuelle. Et puis les postes de développement qui considèrent que le monde va vers la décroissance
et qu'il faut donc commencer à contourner le système grâce à une manière de survivre localement. Donc on voit qu'on a une palette d'inspiration politique qui est très large derrière ça. Mais il y a aussi des convergences. D'abord des convergences pragmatiques. Tous ces gens, quelles que soient leurs idées politiques, sont sur une posture où ils ne se contentent pas de contester le modèle, mais de proposer aussi. Et dans tous les cas, on a de l'expérimentation sociale. Il y a une même préoccupation de faire face à des besoins qui sont réels, qui sont concrets, qui sont pressants, parce que souvent l'économie sociale solidaire se développe là où des besoins ont été délaissés par les services publics, ont été délaissés par les organisations marchandes. Et donc, philosophiquement parlant, il y a une espèce de convergence, les uns comme les autres, les radicaux comme les moins radicaux, sont à la fois dans une éthique de conviction de la leur et puis de responsabilité, faire quelque chose. Au-delà de ça, alors il y a quelques définitions qui se dessinent. Il y en a une, j'en ai trouvé une, que je vous livre, qui s'organise autour de 5 grands principes. Le premier, c'est de la liberté d'adhésion. Nul ne peut être contraint d'adhérer ou de demeurer adhérent. Le deuxième, c'est la non-lucrativité individuelle. Bien sûr, l'activité peut produire des excédents financiers, mais leur appropriation individuelle est interdite. Le troisième principe, c'est la gestion démocratique. Chaque membre, quel que soit son apport, a droit à une voix. Le quatrième principe, c'est l'utilité collective, l'utilité sociale. Derrière l'utilité collective du projet, il y a soit un projet qui concerne un territoire, soit un projet qui concerne une population bénéficiaire, soit un projet qui concerne une communauté de travail, et le tout s'inscrivant dans une démarche participative où tous les acteurs, quels qu'ils soient, qui sont autour de ce projet, doivent participer à la définition des biens et des services à produire. Et le cinquième principe, c'est la mixité des ressources, c'est-à-dire qu'on peut y retrouver des capitaux privés, des cotisations associatives, des subventions publiques, des avantages fiscaux et autres. Très concrètement, ça c'est le cadre conceptuel. Maintenant, très concrètement, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de champs d'activité, les systèmes d'échanges locaux que vous connaissez probablement, ce qu'on appelle les SEL, les services collectifs de proximité, la consommation responsable, les circuits courts de distribution, le commerce équitable, le tourisme solidaire, l'insertion par l'activité économique, la microfinance, on en a beaucoup parlé, l'épargne solidaire, les placements éthiques, et il y a encore beaucoup d'autres choses. Et en regard de ce champ d'activité très large, il y a aussi un champ de statut d'acteurs qui est varié, avec des acteurs très classiques, tous ceux qui remontent à l'origine de l'économie sociale au XIXe siècle, essentiellement l'époque où sont nées les coopératives, les mutuelles et les associations, ou des acteurs plus récents, les fondations, le mécénat, ou des expériences du type de celle tout à fait intéressante qui vient de nous être présentée, la responsabilité sociale d'entreprise. En chiffres, et si on regarde la France, puisque c'est le seul pays pour lequel j'ai trouvé des informations, le poids est important au niveau national, puisque 10% de l'emploi français se fait dans l'économie sociale et solidaire. Ça fait plus de 2 millions de personnes et ça fait plus de 200 000 entités. Le milieu associatif est dominant. 79% des emplois qui sont créés par l'économie sociale et solidaire le sont par les associations. Un peu aussi par les coopératives, les mutuelles et les fondations, mais nettement moins. Le social est dominant, 75% de l'emploi, toujours dans ce secteur de l'économie sociale et solidaire, soit 1,5 million de personnes, est dans l'éducation, la santé, l'action sociale, les services à la personne, et vient immédiatement derrière, mais très loin derrière, la finance et l'assurance, qui représentent 250 000 emplois. Et enfin, une implantation régionale qui peut être très variable. Les Corses n'aiment pas. Moins de 7% de l'emploi se fait dans le secteur social et solidaire. Les Bretons aiment bien, 14%. Et d'une manière générale, l'ouest de la France, Bretagne, Pays de Loire, Poitou-Charentes, Basse-Normandie, sont des régions où il y a beaucoup d'emplois dans ce secteur-là. Pour terminer, je voudrais évoquer 4 expériences sur lesquelles nous sommes, engagés, aux côtés d'acteurs français. Évidemment, comme je vais en citer 4, je vais faire mécontent.
et je suis à peu près sûr que Michael s'en est content parce que Enda n'est pas cité dedans. Donc, à titre d'exemple, je vais vous évoquer deux acteurs français avec lesquels l'AFD est en dialogue pour intervenir en Tunisie. Le premier, c'est l'Association pour le droit à l'initiative économique. C'est une structure qui a été créée en France par Maria Novak et dont l'objectif est d'aider les personnes exclues du travail, en gros tous les gens qui sont au RMI, qui sont au minimum sociaux en France, et donc qui sont exclus aussi des systèmes bancaires, à créer leur propre emploi. C'est une aventure parfaitement réussie en France, dont nous avons accompagné l'extension au Kosovo il y a une dizaine d'années avec beaucoup de succès, et dont nous nous proposons, avec Adi, d'accompagner le développement en Tunisie. Deuxième exemple, c'est le réseau Entreprendre. Alors là, on est sur un autre registre, on n'est pas sur un type qui est le minimum social et qu'on va aider à créer son propre emploi. On est sur une très petite entreprise, 1, 2, 3 personnes, qui a du potentiel, qui a l'ambition de devenir PME. Et le principe, c'est le parrainage par un chef d'entreprise. Donc il y a un chef d'entreprise qui va suivre cet entrepreneur tout en faisant son job par ailleurs, qui va le coacher, qui va le conseiller. Le réseau Entreprendre va même l'appuyer par des prêts d'honneur. Et ce réseau Entreprendre, qui est très répandu en France, actuellement a un premier point d'expérimentation en Tunisie à Monastir, qui est porté par quelqu'un pour lequel j'ai beaucoup de respect et que vous connaissez tous, qui est Ahmed Abdelkefi, qui porte cette initiative à Monastir. Pour information, il y a un autre réseau qui est de même inspiration et qui fait la même chose en France, qui s'appelle le réseau France Initiative, et que nous serons prêts le jour où ils souhaiteront venir ici à accompagner. Le principe de base de ça, c'est aider une TPE à potentiel à devenir une PME sur le principe que qui mieux qu'un chef d'entreprise peut accompagner un nouvel entrepreneur. Voilà donc deux exemples. J'ai juste une petite remarque, excuse-moi, c'est sur le réseau Entreprendre, que je connais assez bien, sur lequel j'avais travaillé. En fait, c'est à Monastir et à Tunis. En fait, il y a une branche qui a commencé à Monastir et puis c'est le groupe Tunisie qui a promu ça. J'en étais resté à la fondation à Monastir. Mais si ils sont à Tunis, c'est très bien. C'est vraiment une expérience tout à fait passionnante et qui en France marche bien et dont je suis certain qu'elle marchera bien ici. Ensuite, deux autres exemples qui ne sont pas des acteurs, mais qui sont des coopérations décentralisées. Vous savez qu'il y a une grande proximité entre la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et la Tunisie. Je crois que 60% des Tunisiens résidant en France résident dans cette région, si ma mémoire est bonne. Donc, forcément, ça crée des liens. Pour votre information, le 27 septembre, c'est-à-dire la semaine prochaine, à Kasserine, PACA, avec le gouvernorat, va organiser un séminaire sur l'économie sociale et solidaire. Je suis convaincu que ce sera quelque chose de tout à fait intéressant et qui méritera d'être suivi. PACA va notamment mobiliser une ONG de la région qui s'appelle Énergie Alternative. Et Énergie Alternative en PACA, c'est une ONG qui s'est spécialisée dans la centralisation des offres d'emploi et des offres de stage de tous les acteurs qui agissent dans l'économie sociale et solidaire. Sera également présente la Chambre régionale de l'économie solidaire et sociale en PACA, puisque ce secteur d'activité s'est constitué en chambre régionale et normalement, d'après mes informations, le président de la région sera également présent. Deuxième coopération décentralisée que j'ai sur mon écran radar, c'est celle de Saône-et-Loire, qui est encore moins avancée que celle de PACA, mais qui envisage à Sidi Bouzid d'engager une action du même type de celle que PACA engage à Kasserine, et ils font une première mission exploratoire à la fin de la semaine prochaine. Voilà, je m'arrête là. Pardon de ne pas avoir été à l'heure, alors je devais intervenir le premier. Et j'espère que ça éclaire, en termes de concept que j'ai gros, ça éclaire un peu le sujet. Merci. Merci Roger. Donc maintenant on va terminer avec la quatrième intervention avant de passer à la séance débat et questions-réponses. Mais ce que je note quand même, c'est parce que la question après
selon l'intervention de M. Gaudiard, l'économie sociale et solidaire, on nous dit que ça intervient davantage dans les domaines qui sont délaissés par l'économie marchande et l'État. Bon, dans ce cas-là, comment il pourrait être vraiment? Il pourrait être un vrai modèle d'économie de développement pour un pays. En plus, l'économie est censée développer de la croissance et développer de l'emploi. Si on nous dit que la microfinance peut-être ne développe pas assez d'emplois suffisamment, si on nous dit uniquement l'économie solidaire et sociale ne représente que 10% du marché de l'emploi en France, on peut se poser la question dans quelle mesure une telle économie pourrait être adoptée à l'échelle d'un pays. Et là, peut-être que M. Omar Aktof pourrait nous éclairer plus, puisqu'il a une grande expérience à l'échelle internationale. Il a déjà examiné plusieurs modèles, d'économie sociale et solidaire dans d'autres pays, que ce soit principalement dans les pays scandinaves. Donc, à vous la parole. Merci beaucoup. Bonjour, salam alaikum. Moi, je n'utilise pas de PowerPoint. Comme je suis professeur, j'en ai déjà trop utilisé dans ma vie. Mais on aura l'occasion d'avoir une conversation directement comme ça. Et puis, comme ça, vous vous souviendrez de ma face beaucoup plus que des tableaux. Bien. Alors, voyez-vous, c'est une des premières fois dans ma vie que des intervenants avant moi disent des choses avec lesquelles je suis à 1000% d'accord. Alors, Michael, par exemple, en parlant du néolibéralisme, m'évite un bon 2 minutes de préambule. Il a parfaitement raison. Le néolibéralisme est une catastrophe. Pour celles et ceux qui me connaissent, ça fait 30 ans que je le dis, particulièrement ici en Tunisie, que je dis et que j'ai écrit que ce néolibéralisme à l'américaine va nous conduire à la catastrophe. On y est et on continue à s'enfoncer. Alors non seulement on est dans la crise, on est dans le fond du puits, mais regardez l'Europe, regardez les États-Unis, regardez etc. Ils sont au fond du puits et ils creusent. Et ils nous disent creusez avec nous. Alors si vous voulez creuser avec eux, soyez néolibéraux. Alors s'il y a un premier message à donner à la Tunisie, je n'ai pas de leçon à donner à la Tunisie. Je suis d'origine algérienne et je suis très heureux qu'on m'invite et très honoré qu'on m'invite à participer à cette réflexion sur la Tunisie, dont j'admire tout ce qui a été fait. Eh bien, si j'ai un conseil à donner, c'est tout ce qui vient des États-Unis dehors, y compris les diplômés des États-Unis. Vous les renvoyez. C'est pas dehors, c'est dégage. Vous les dégagez, voilà. Vous les renvoyez, si vous avez des diplômés tunisiens des États-Unis, vous les renvoyez se faire diplômer chez moi, dans mon école. Je leur donnerai des cours pour les déprogrammer, ou vous les envoyez en Allemagne ou au Japon, vous verrez, ils seront beaucoup mieux formés. Tous les livres, tous les articles, toutes les théories qui viennent des États-Unis ne peuvent servir qu'à une chose et une seule, les brûler pour vous chauffer quand il fait froid. C'est tout. C'est fini. Une bonne fois pour toutes. Le modèle américain, c'est terminé. Terminé, terminé, terminé. Il est mort. Ils ne le savent pas encore, mais il est mort et enterré. Et je vous dis, il creuse encore, je ne sais pas où il va aller. Bon. Deuxième, c'est Roger, qui m'a donné parfaitement raison aussi, et qui appuie ce que j'ai à dire, c'est, monsieur, c'est plus technique, donc c'est plus théorique, c'est pour ça. Mais j'aurais pu vous citer sur la responsabilité sociale, je suis entièrement d'accord aussi. Donc, c'est sur le niveau, alors, niveau macro, Michael, et niveau micro, Roger. Tout ce qu'il a dit sur le mode de fonctionnement d'une organisation de type solidaire, c'est exactement le mode de fonctionnement de l'entreprise allemande. C'est exactement le mode de fonctionnement de l'entreprise scandinave, de l'entreprise japonaise, c'est-à-dire des pays les plus compétitifs de la planète actuellement. Bon, alors, ce qu'il a expliqué, participation, volontariat, partage, etc., tout ça, participation de décision, tout ça, c'est le mode de fonctionnement formel, officiel des entreprises allemandes scandinaves. Alors, ça m'économise donc des préambules là-dessus, même si j'en ai fait un petit peu, mais j'en suis bien heureux. Alors, je voudrais, moi, insister sur le fait que il faut d'abord comprendre comment fonctionne le système actuel, ce système néolibéral que nous dénonçons d'une façon ou d'une autre. Eh bien, ce système, c'est un capitalisme qui se base essentiellement sur la finance, capitalisme financier.
il fonctionne sur un triangle infernal, un cercle vicieux infernal qui est offre de crédit, endettement, consommation. Consommation qui réalimente les banques par les dépôts, etc., et les emprunts, qui réalimente l'endettement, qui réalimente la consommation. Et aujourd'hui, chaque ménage américain est endetté à 300%. Ils comptent sur les Chinois pour les financer. Ils comptent sur nous pour les payer. Parce qu'ils ne peuvent plus. Chaque ménage américain doit 3 fois ce qu'il gagne. Comment ils vont faire? Ils ont une dette totale, une dette souveraine, pardon, qui dépasse de loin déjà leur PNB. Bon, chaque ménage canadien est endetté à 150-160%. Il faut que ça s'arrête. C'est pas pour rien que la Chine a fait une leçon aux États-Unis en leur disant, écoutez, arrêtez de vivre au-dessus de vos moyens sur notre dos. Il y en a marre. Vous voulez vivre au-dessus de vos moyens, bouffez-vous vous-même vos propres ressources et vos propres cheveux, mais ne bouffez pas les nôtres. Bon. Donc, alors voilà comment il fonctionne ce système. Deuxième base du fonctionnement de ce système, c'est un autre triptyque, un autre triangle, si vous voulez. C'est la croissance infinie. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui peut me dire qu'une croissance peut être infinie? Il y a des économistes ici? Levez la main, c'est pas grave, ça se soigne. Moi, ça fait 30 ans que je me soigne. Hein, je suis économiste aussi. Bon, je me traite énergiquement pour enlever toutes les bêtises que mes profs m'ont foutues dans la tête. Bon, mais la croissance, ça n'est pas infini, ça n'est pas possible. Prenez un taux de croissance de 4%. 4%. Je sais que la Tunisie, on parlait même d'un taux de croissance de 8%, taux de croissance à 2 chiffres. En 10, 15, 20 ans, on va arriver à 129 milliards de dollars pour rembourser une dette qu'on va aller encore emprunter. C'est des gens qui sont endettés. Toute l'Europe est endettée jusqu'au cou. Ils vont emprunter chez des endettés. Non, mais c'est quoi cette logique? Des endettés pour vous prêter, ils vont emprunter. Ils vont emprunter à 5%, ils vont vous prêter à 12%. Et en passant, ils vont empocher 6%. Bon, alors on va où avec ces logiques-là? Il faut arrêter. Donc, 4% taux de croissance. Prenez la formule de l'intérêt composé